Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau retour sur une carrière, on va parler de David Lynch. David Lynch naît le 20 janvier 1946 et il ne se destine pas dans un premier temps à une carrière de cinéaste. Lui, ce qu'il veut, c'est devenir peintre. Ce qu'on va voir dans la suite de sa carrière, c'est que ce sera surtout un touche-à-tout. Un touche-à-tout de génie d'ailleurs, qui pendant son adolescence souhaite s'établir pendant 3 ans en Europe pour étudier un peintre. Le problème, c'est que ça va vite l'ennuyer et au bout de 15 jours, il revient aux États-Unis. Et en 1967, alors qu'il a à peine la vingtaine, il passe déjà derrière une caméra et réalise un court-métrage d'animation, Six Figures Getting Sick, dont on va voir quelques images ici. On y trouve déjà les bases de son univers et dès l'année suivante, il tente un deuxième passage à l'animation avec The Alphabet. Le style n'est pas très éloigné, mais pourtant en 1970, il va décider de passer au moyen métrage avec un film assez étrange, The Grandmother, film avec donc beaucoup de live et un tout petit peu d'animation dans un univers parfois assez glauque, mais avec une poésie assez étrange. Le film dure une trentaine de minutes et permettra de le faire un peu connaître. 3 ans plus tard, il va finir avec un dernier court-métrage dans cette petite salle avec The Empty, un film en noir et blanc de 4 minutes. Un film qui va lui permettre ensuite d'accéder à son premier long métrage qui sortira en 1977. Eraserhead donc sort en 1977 aux États-Unis, il faudra attendre 1980 pour le voir en France. Le film coûte 100 000 dollars et rapportera environ 3 millions de dollars. Dès ce premier film, on comprend tout de suite qu'on va avoir affaire à un réalisateur hors norme. Tourné en noir et blanc, le film raconte l'histoire de Henry, un imprimeur en vacances qui a l'air un peu nerveux, qui a l'air un peu timide, qui est invité chez les parents de sa copine qui vont lui apprendre que celle-ci est enceinte et va accoucher d'un bébé prématuré. Au final, le bébé a une allure assez hideuse et, énervée par ses cris, la fille, Marie X, va finir par s'en aller et laisser Henry seul avec l'enfant. Durant à peine 1h30, le film est loin d'être facile d'accès. Les premières minutes sont très lentes. On a presque l'impression de se retrouver dans un monde post-apocalyptique. En fait, c'est peut-être même d'ailleurs le cas. Tout se passe de manière très calme, il y a très peu de dialogue. Les acteurs surjouent presque pour mieux se faire comprendre. D'ailleurs, on ne retrouve pas vraiment d'acteurs grandement connus au casting, hein. Jack Nance étant la tête d'affiche. Lui qu'on retrouvera d'ailleurs essentiellement ensuite chez David Lynch, justement. Pour le reste, c'est un film plein de symbolisme, plein d'images éparses qu'on a parfois du mal à comprendre et dont il faudra revoir le film à plusieurs reprises pour comprendre ce qu'elles peuvent vouloir signifier. Le film, s'il a fini par obtenir un véritable culte, c'est essentiellement parce qu'il était diffusé dans les fameuses séances de minuit aux États-Unis. Proche du film d'horreur, voire parfois du film gore, il comporte assez peu de séquences poétiques ou alors d'une poésie très macabre. Reste que le résultat est assez étonnant pour un premier film et encore aujourd'hui reste tout à fait regardable. Il faudra tout de même accepter de se laisser déstabiliser, mais une fois que c'est le cas, c'est difficile de détourner les yeux de l'écran et on est assez vite fasciné par cette histoire. Et ce film pose les bases de ce que sera l'univers de David Lynch et qui continue à explorer dès son deuxième film, Elephant Man. Et c'est donc en 1980 que sort un film, une nouvelle fois en noir et blanc,
Elephant Man. Tourné pour un budget de 5 millions de dollars, le film rapportera 26 millions et est une réussite quasi totale. Le film s'inspire de l'histoire réelle de Frédéric Treves, le médecin qui a pris en charge Joseph Merrick, un homme surnommé Elephant Man du fait de ses nombreuses difformités. Le film débute en 1884 où un homme présentant des freak shows découvre cet homme totalement difforme et va demander à un médecin de l'examiner plus en détail. Il se trouve que le médecin va donc accepter d'examiner cet homme qui en plus ne s'exprime pas, mais il va finir par se lier d'amitié avec lui et par lui apprendre à s'exprimer et par là même John Merrick, puisqu'il s'appelle John dans le film, va commencer à s'intégrer, à s'intéresser à toute forme d'art et à vivre une véritable vie. Comme souvent avec les auteurs qui sont de cette façon un peu en décalage avec leur monde, ils aiment même les freaks, les personnages un peu à part, les personnages un peu difformes. C'est le cas aussi chez Tim Burton par exemple. Et donc il est hors de question pour eux de les traiter avec méchanceté et de les traiter comme des monstres. Ils vont souvent montrer leur beauté intérieure. Et c'est justement tout ce qui fait la force de cet Elephant Man. Le noir et blanc, le choix des décors, tout rappelle le cinéma gothique, mais qui va l'utiliser ici et détourner d'une façon à le rendre poétique. On retrouve ici et là des visions à la Eraserhead, plein de symboles qu'on aura parfois du mal à comprendre, même si le film, dans sa globalité, est bien plus classique, ce qui n'empêche pas de fonctionner à pleine mesure. Au casting, on retrouve d'ailleurs un jeune Anthony Hopkins ou encore John Hurt dans le rôle de John Merrick. Il faut d'ailleurs voir une photo du vrai John Merrick pour constater à quel point les maquillages sont impressionnants dans le film. Atteignant presque les 2 heures, le film ne m'a jamais paru trop long. Depuis, l'histoire a connu plusieurs adaptations plus ou moins officielles, mais celle de David Lynch reste celle qui aura le plus marqué et celle qui mérite le plus les éloges encore aujourd'hui. Pour le seulement deuxième film d'un jeune réalisateur, c'est un exploit incommensurable. Et si on le retrouvera en 1982 simplement sur la BO d'Eraserhead, qui sortira en disque à ce moment-là, les grands studios vont d'ailleurs vite lui faire les yeux doux, ce qui lui vaudra une proposition pour réaliser Dune. Dune donc sort en 1984 après un développement de longue haleine, le film devant être réalisé au départ par Alejandro Jodorowsky qui n'a jamais réussi à l'adapter malgré son ambition totalement folle. C'est un des échecs les plus douloureux de l'histoire du cinéma. Lynch lui va réussir à aller au bout du projet, mais à quel prix? Le roman de Frank Herbert évoque un futur très lointain, donc le film va se baser sur ce scénario. Dans ce futur, l'épice est la substance la plus convoitée de l'univers et elle se trouve que sur Arrakis, qui est une planète de sable qu'on nomme aussi Dune. L'épice permet entre autres de voyager à travers l'espace. Lorsque la maison Atreides va aller s'installer à Arrakis, ils flairent un piège, quelque chose qui va mal se passer. Finalement, ils vont être décimés par les Harkonnen et seuls Paul Atreides et sa mère vont survivre. Ils vont alors s'échapper dans le désert et rencontrer les Fremen, un peuple du désert qui attendent la venue d'un messie depuis longtemps. Ils vont donc rapidement penser que ce messie, c'est Paul. Avec un budget confortable de 45 millions de dollars, David Lynch va devoir donner vie à ce monde, à ses habitants, ses clans, ses folies et même à ses vers géants. Bon, globalement, il va y arriver. En fait, le film, encore aujourd'hui, quand on le regarde, il est plus crédible que beaucoup de blockbusters. On y croit à ce monde. On n'a pas envie d'y vivre, mais on y croit. On a même droit à quelques incrustations qui rappellent un peu les visions lynchiennes. Bref, on pense que l'auteur va pas forcément se perdre dans ce projet. Pourtant, c'est exactement ce qui va se passer. Le film a le droit à plusieurs versions, dont une version télévisuelle. Sur certaines versions, sur certains montages, le réalisateur refuse d'apposer son nom. La gestation du film a été douloureuse et ça se sent jusque dans la façon dont le film est monté. Beaucoup d'incrustations pour nous évoquer certains points de l'univers du film, alors que ça aurait dû plutôt être évoqué dans le film. On sent que tout est très bancal et si on n'a pas été lecteur de la saga, on peut vite se perdre. Et si on a été lecteur, il y a peu de chances qu'on y retrouve la profondeur de la saga d'origine. Et pourtant, même si certaines séquences restent kitsch aujourd'hui, on peut difficilement se plaindre du casting. Dans un second rôle, et hormis sa tenue improbable, on a Sting, mais dans les rôles principaux, on retrouve Kyle MacLachlan, qui deviendra un habitué de David Lynch, Jürgen Prochnow, ou encore Patrick Stewart. Alors, c'est pas aussi excitant que ce que devait proposer Jodorowsky. Chez lui, dans son casting, on trouvait Orson Welles, Salvador Dali, Alain Delon, Amanda Lear ou encore Mick Jagger, mais ça a quand même de la gueule.
Reste que ce qui devait être les débuts d'une grande saga s'arrêtera finalement à un seul film, et David Lynch, lui, quittera définitivement le monde des blockbusters pour se tourner vers des films qui lui tiennent plus à cœur. Pour information, Dune sera quand même rebooté d'ici peu par Denis Villeneuve. Pour Lynch, on le retrouvera plutôt du côté de Blue Velvet quelques années plus tard. Un voyage spectaculaire à travers les merveilles de l'espace et les mystères du temps. Des limites de l'incroyable aux frontières de l'impossible. Dune, le chef-d'œuvre de Frank Herbert, vient enfin d'être porté à l'écran. Dino De Laurentiis se présente Dune, un monde au-delà de votre univers, au-delà de votre imagination. Après Elephant Man, Dune, le nouveau film de David Lynch. Après donc le relatif échec de Dune, David Lynch sort en 1986 Blue Velvet. Il n'a pas attendu bien longtemps avant de se remettre au cinéma, et avec 6 millions de dollars, il va réaliser un de ses plus grands films. On pouvait craindre qu'il soit blessé ou même détruit après l'expérience de Dune, pourtant il va ici se tourner vers un scénario policier qui va détourner comme il le souhaite. Donc pour l'histoire, on a un monsieur Beaumont qui fait une crise cardiaque en tondant son gazon. Son fils revient chez lui pour lui rendre visite et il va trouver une oreille humaine coupée dans un champ. Il l'amène au shérif pour que celui-ci puisse mener l'enquête. Puis finalement, il va décider de monter en parallèle sa propre enquête, en compagnie de la fille du shérif qui va lui donner quelques informations. Et il va se retrouver plongé dans un monde assez sordide, fait de drogue, de sexe, de perversion, de voyeurisme. Ce genre de choses tout à fait joyeuses. Et pour ce film, Lynch va retrouver certains acteurs ou commencer à travailler avec d'autres acteurs qu'il va retrouver par la suite. On trouve par exemple Kyle MacLachlan, Laura Dern ou encore Isabella Rossellini. On peut aussi citer Dennis Hopper, Brad Dourif ou à la musique Angelo Badalamenti. D'ailleurs, c'est pas interdit de voir dans Blue Velvet les prémices de Twin Peaks, on y retrouve beaucoup de points communs. Mais on ne peut pas non plus l'arrêter à ça, le film va bien au-delà. Pour le personnage de Jeff Beaumont par exemple, c'est un jeune homme a priori bien sous tout rapport, et pourtant dès qu'il va se retrouver dans une situation de voyeurisme, dans un monde un peu pervers, il va y prendre un certain plaisir malgré tout. On sait pas trop s'il a vraiment envie d'en sortir en fait. On peut être surpris aussi dans le film par le contraste entre l'ambiance générale du film, le choix des couleurs, le choix de la musique, et pourtant dans tout ça il y a une grande tristesse qui se dégage du film. Tristesse qui se ressent notamment dans le personnage d'Isabella Rossellini, qui est un personnage totalement torturé, mais qui est aussi manipulé par un truand qui a priori enlevé son mari. Difficile d'ailleurs de ne pas évoquer du tout la musique du film, étant donné qu'elle est extrêmement importante. Quand on sort du film, on a la musique en tête, elle peut y rester un certain moment, plusieurs jours parfois. Blue Velvet, c'est une grande réussite qui va relancer totalement David Lynch et qui va lui permettre de continuer, de persister dans une carrière qui sera forcément passionnante. So I guess it means there is trouble till the robins come. It's a strange world, isn't it? En 88, cependant, il va retourner pour un petit temps en court-métrage en réalisant un des segments du film à sketch Les Français vus par les Français. Ce segment s'appelle The Cowboy and the Frenchman et on peut en voir quelques images au-dessus. Give me that damn thing, I'll read it. Monsieur Pierre. Je t'aime, je pense à toi tous
less cures. Etchajimite tae. Oh, dang! Yippee! This thing's giving me a headache. By golly, Slim, he's got French fries. Des pommes frites? Et en 90, en collaboration avec Angelo Badalamenti, va mettre en image un spectacle musical. Donc, vous pouvez également trouver des images au-dessus, le spectacle Industrial Symphony numéro 1, The Dream of the Broken Hearted. Et donc en 1990, David Lynch sort Sailor et Lula, adapté d'un roman de Guy Ford. Sailor et Lula obtiendra la Palme d'Or en 90 au Festival de Cannes, et le film aura coûté 9,5 millions de dollars. À sa sortie, malgré sa Palme d'Or, le film sera un échec en salle. Pourtant, le casting laissait espérer une grande réussite. On y retrouve entre autres Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Isabella Rossellini, Harry Dean Stanton, ou encore Grace Zabriskie, voire même Crispin Glover, Cheryl Lee ou Sherilyn Fenn. Mais il fallait s'y attendre, c'est surtout le ton du film qui pourrait poser problème. Le film raconte l'histoire donc de Sailor Ripley, qui est fou amoureux de Lula Fortune, qui elle-même est fou amoureuse de Sailor, mais qui vont devoir fuir la mère Marietta, la mère donc psychopathe de la jeune femme. Au cours de leur fuite, ils vont croiser tout un tas de personnages très étranges, limite inquiétants, voire carrément sordides, mais c'est ces rencontres qui vont prouver encore plus leur amour. Alors romance oui, mais une romance à la David Lynch. Le réalisateur va faire énormément de références au Magicien d'Oz, et il va également faire une romance qui est parfois violente, qui est parfois dure, une romance qui n'a rien à voir avec une comédie romantique justement. On est plus ici sur un road trip qui va aller plonger une nouvelle fois dans les tréfonds de l'âme humaine, avec des personnages qui finalement ne sont beaux que vus par leurs proches, vus par les personnages qui les connaissent, les autres ayant tendance à les trouver mauvais, ce qui parfois est totalement justifié. Sailor et Lula, c'est un film complexe, c'est un film qui peut être difficile à apprécier, encore plus aujourd'hui, parce que c'est un film qui a un peu vieilli sur certaines de ses thématiques. Pour autant, en se replongeant dans le contexte de l'époque, c'est une grande réussite, peut-être même plus que Blue Velvet, même si pour mon cas personnel j'ai tendance à lui préférer quand même le film précédent. Un autre point important, c'est la musique du film, qui va l'accompagner tout du long. On va notamment retrouver Nicolas Cage reprenant des morceaux d'Elvis Presley. Au passage, c'est justement la musique qui fait la force du final, qui est un des plus beaux que j'ai pu voir. Sailor et Lula, c'est pour moi une réussite qui mérite d'être vue aujourd'hui. Et surtout un film qui va être le dernier que réalisera David Lynch avant une période consacrée à une seule œuvre, une longue période, dont on va parler tout de suite, mais avant d'en parler, on peut aussi souligner qu'il a travaillé en 90 sur la série American Chronicles, une suite de documentaires qui évoque un tas de sujets. Il en a lui-même réalisé un épisode. Un peu avant 1990, David Lynch travaille sur l'adaptation d'un roman en collaboration avec Mark Frost, un roman qui est censé évoquer la mort de Marilyn Monroe. Durant cette collaboration, les deux sympathisent, et si le projet d'adaptation du roman ne se fera pas, ils vont commencer à travailler sur une nouvelle série. Cette série, c'est Twin Peaks. Et autant le dire pour commencer, sans Twin Peaks, beaucoup des séries que vous aimez actuellement n'existeraient même pas, ou pas sous cette forme en tout cas. Twin Peaks va redéfinir tout simplement le concept de ce qu'est une série télé. La série débute alors que, sur les bords d'un lac, est retrouvé le corps de Laura Palmer emballé dans un sac plastique. Le FBI alors envoie Dale Cooper pour enquêter sur la situation et découvrir qui a tué Laura Palmer.
À première vue, elle était une étudiante sans histoire, mais rapidement Dale Cooper va se rendre compte qu'à Twin Peaks, tout le monde a ses secrets, tout le monde cache des choses, et chaque personne peut avoir un lien avec ce qui s'est passé. Twin Peaks, c'est une musique inoubliable. On va pouvoir entendre un extrait tout de suite. Mais c'est aussi une ambiance de petite ville américaine brumeuse, perdue au fin fond de je ne sais où, avec des intrigues à tiroirs et des tas de personnages tous plus fous les uns que les autres. Pour ceux qui ont vu la série, difficile de ne pas se souvenir par exemple de la femme à la bûche, une femme dont le mari est mort brûlé et qui se balade constamment avec une bûche à qui elle parle continuellement. La série compte de nombreuses têtes qui deviendront connues essentiellement pour Twin Peaks par la suite. On pense par exemple à Cheryl Lee, Sherry Lynn Fenn ou encore Lara Flynn Boyle. David Lynch joue lui-même un rôle dans le film, il joue le rôle du responsable de Dale Cooper. Et dans son personnage, on retrouve énormément d'humour. Le personnage est à mourir de rire, vraiment. Dale Cooper, lui, est incarné par Kyle MacLachlan, qu'on retrouve donc une nouvelle fois. Et on notera pour les amateurs de VF que la deuxième saison a vu quelques voix françaises changer. Ceci dit, rien à voir cette fois-ci avec un problème de producteur ou autre, simplement un problème d'emploi du temps dû au report de l'arrivée des versions originales de la série. Twin Peaks durera 2 saisons, mais pendant la deuxième saison, Lynch et Frost seront un peu mis de côté par les producteurs qui souhaitent reprendre la main sur la série dont les audiences ne sont pas forcément au plus haut et qui donc veulent changer la direction de la série. Les acteurs prendront assez mal le retrait de Lynch et Frost, mais plutôt que de s'en prendre aux producteurs, ils s'en prendront directement au duo, ce qui leur causera quelques soucis par la suite. La série sera arrêtée au bout de 2 saisons, sans véritable conclusion et en se finissant sur une scène quasi incompréhensible. Et pourtant, surprise, en 1992, peu de temps après l'arrêt de la série, David Lynch sort un film Twin Peaks. Alors, beaucoup de monde s'attend à une conclusion, pourtant, c'est un préquel. Twin Peaks Fire Walk With Me. Ou alors, traduit très justement au Québec, Twin Peaks Feu marche avec moi. Twin Peaks Fire Walk With Me, c'est un film sacrément bancal et sacrément foutraque. En fait, toute la première partie du film prend une direction,
avant que la deuxième partie ne revienne donc sur les derniers jours de Laura Palmer. Et ce côté foutraque, on le doit aussi aux acteurs eux-mêmes, puisque beaucoup d'acteurs ont refusé de revenir dans ce film après s'être sentis lâchés par le duo pendant la création de la série. C'est notamment le cas de Kyle MacLachlan qui acceptera finalement de revenir, mais uniquement pour tourner quelques jours. Il aura donc un rôle très réduit. Ce qui n'est pas gênant outre mesure, puisque le film se déroule avant les événements. La première partie se concentre donc sur la découverte du corps de Teresa Banks par deux autres agents, notamment l'un qui est joué par Kiefer Sutherland. Par la suite, on va retrouver rapidement Dale Cooper qui a une prémonition concernant un second meurtre, et assister à l'apparition de David Bowie, une apparition totalement incompréhensible. Il débarque, balance un texte et disparaît, on ne le revoit plus jamais. Et le film va ensuite enchaîner donc sur l'histoire de Laura Palmer, celle qui était présentée comme une étudiante modèle et donc dont on va découvrir que c'était pas réellement le cas. Musicalement, le film est encore très marqué, notamment par les thèmes classiques de la série, mais aussi par de nouveaux. Et globalement, cette deuxième partie est très réussie. Elle peut se montrer aussi sublime esthétiquement que laide dans ce qu'elle montre. Il y a beaucoup de scènes assez sordides, et le casting est aux petits oignons. Firewalk With Me est fascinant par bien des aspects, même si de tous les films de David Lynch, c'est sûrement un des plus bancals. Plus même que Eraserhead, même si j'aime moins Eraserhead que Firewalk With Me. Globalement, c'est pas forcément une conclusion très satisfaisante, mais c'est pas pensé pour être une conclusion. Et ce sera la grosse déception au final de toute l'histoire Twin Peaks. C'est qu'à ce moment, en 92, on n'a aucune conclusion à la série. Alors, est-ce que Twin Peaks est fini? On le verra plus tard. This kind of fire's very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first. And then all goodness is in jeopardy. Oh my god. What did you do? Diane, this case gives me a strange feeling. Cependant, on va quand même retrouver David Lynch en 92 et en 93 sur deux séries. La première, c'est On the Air, une série qui est plutôt dans un style comique. Et la seconde, Hotel Room, série plus fantastique, qui les deux ne dureront malheureusement que 3 épisodes. En 95, on le retrouve également sur un tout petit segment du film Lumière et compagnie. Et toujours en 95 à la réalisation d'un clip de X-Japan. Il faudra ensuite attendre 97 pour le retrouver sur le grand écran. Words that hurt each other, tears we shared together. Tomorrow, there will only be memories. The melody we thought timeless flows to my heartstrings. Even though I can't see you, still my heart beats. C'est donc en 1997 qu'on retrouve David Lynch avec Lost Highway. Écrit par lui-même en compagnie de Barry Gifford, qu'il avait adapté avec Sailor et Lula, il se passe d'une bonne partie de son équipe habituelle. Même pour la musique, s'il fait de nouveau appel à Angelo Badalamenti,
il utilise une bande-son surtout issue du rock en général. On y retrouve du David Bowie, Billy Corgan, Marilyn Manson, Trent Reznor ou encore Rammstein. Au casting, Bill Pullman, Patricia Arquette, Giovanni Ribisi, Henry Rollins ou même Marilyn Manson dans un petit rôle. Seul acteur habituel des films du réalisateur, on retrouve Jack Nance, et lui-même dans une scène qui a été coupée au montage. L'histoire du film, c'est celle d'un saxophoniste, Fred Madison, qui soupçonne sa femme de le tromper. Et régulièrement, il reçoit des vidéos montrant de l'extérieur la maison dans laquelle il vit avec elle. Après la visite de policier, il reçoit une vidéo le montrant aux côtés du corps de sa femme décédée. Suite à ça, il va être condamné à mort pour ce meurtre, sans savoir trop comment il va se retrouver dans le corps d'un autre homme, et les éléments de son passé vont commencer à refaire surface. On l'a compris, une simple histoire de meurtre, c'est trop simple pour David Lynch. Il va donc aller plus loin, il va étudier la personnalité de son personnage, de son meurtrier ou pas, ça on le verra dans le film, en profondeur. Si vous vous lancez dans le visionnage du film, autant le savoir tout de suite, c'est pas pour regarder un divertissement. Le film dure près de 2h15 et ce sera à vous de remettre les pièces en place pour obtenir finalement le fin mot de l'histoire. Il faudra peut-être même revoir plusieurs fois le film pour tout comprendre. Pour autant, contrairement à Eraserhead par exemple ou même à Twin Peaks, David Lynch abandonne le symbolisme trop poseur des premiers films. Il va continuer à en mettre, mais de manière beaucoup plus subtile. Son film est filmé d'une manière plus accessible, ce qui n'empêche pas le propos d'être extrêmement complexe. Et avec la présence de tels artistes au niveau de la bande musicale, elle a forcément un impact sur le film. D'ailleurs, le personnage principal est saxophoniste. C'est pas pour rien, une nouvelle fois, la musique a un fort impact sur l'œuvre en général. Lost Highway n'est pas le meilleur film de David Lynch, mais pour un retour qu'on espérait alors durable sur grand écran, c'est quand même une œuvre complexe, dense et un film fort. Un retour au cinéma donc qui est réussi et qu'on espère donc se voir poursuivre par la suite. Une histoire vraie donc sort en 1999 et cette fois-ci il s'agit d'un film au style bien plus classique pour le réalisateur. Basé comme son nom l'indique sur une histoire vraie, il raconte l'histoire de Alvin Straight, d'où le titre VO du film A Straight Story, qui à 73 ans fait une chute dans sa cuisine. Quelques jours plus tard, il reçoit un coup de fil qui lui annonce que son frère a eu une attaque. Alors Alvin Straight n'a pas le permis, ça fait 10 ans qu'il parle plus à son frère, mais il va décider d'aller le rejoindre quand même en utilisant sa tondeuse. Il s'engage dans un périple de plus de 380 km qui lui prendra plus d'un mois. Et pour mettre en scène ce film, David Lynch va mettre de côté tout ce qu'il avait l'habitude d'utiliser, le symbolisme parfois outrancier, les séquences un peu incompréhensibles, tout ce qui rendait ses films complexes, il va le mettre de côté pour réaliser un road movie qui n'a cependant rien de ce qu'on voit d'habitude et qui donc garde une part quand même de mystère. Si les films de Lynch avaient pour habitude d'être très sombres avec une part de luminosité, ce sera l'inverse pour ce film qui sera très lumineux avec une légère petite part de ténèbres de temps à autre. Alors peut-être qu'il avait besoin d'un projet plus lumineux après le très très sombre Lost Highway. Au casting, hormis Harry Dean Stanton, on ne retrouve pas vraiment d'acteurs qu'on voit habituellement dans les films de Lynch. Cette fois-ci, on va retrouver Sissy Spacek et Richard Farnsworth, un acteur qui n'est plus tout jeune puisqu'il approche des 80 ans à l'époque et au moment du tournage, il est déjà atteint d'un cancer. Il décédera l'année suivante. Mais donc pour sa dernière apparition, il livre une performance magnifique à l'écran. Il est tout simplement génial dans le rôle de Alvin Straight. Même du point de vue musical, le film est en trait des autres productions du réalisateur puisqu'on trouve toujours Angelo Badalamenti,
commence au début du film avec une musique toujours assez mystérieuse avant de se tourner vers quelque chose de plus classique, de plus grand sud-américain. D'ailleurs, surprenamment, le film est coproduit par Disney, il aura coûté 10 millions de dollars, ce qui est peu cher, pour un résultat qui finalement se montre très touchant, notamment lors de la scène de fin qui est juste un modèle du genre. Une histoire vraie, c'est un film quasiment oublié, quasiment méconnu de David Lynch, mais un film à redécouvrir absolument. Mount Zion au Wisconsin? Pourquoi vous n'y allez pas en voiture? J'ai pas de permis de conduire. Il y a encore 100 km de colline. Sur l'autre rive du Mississippi? J'ai mon moteur qui refuse de démarrer. Vous savez, ce serait avec plaisir que je vous conduirais jusqu'à Mount Zion. Je veux finir ce voyage comme je l'ai commencé. Ce voyage est un peu une dure épreuve pour mon amour-propre. J'espère ne pas arriver trop tard. Et ça donne deux frères qui ne se sont plus parlé depuis 10 ans. Je veux faire la paix. Je veux m'asseoir avec lui, contempler les étoiles, comme nous le faisions il y a si longtemps. Un frère, c'est un frère. Directement après la sortie d'une histoire vraie, dès 1999, David Lynch souhaite sortir une nouvelle série. Il la nomme Mulholland Drive et en tourne le pilote. Il présente ce pilote aux chaînes télé, mais toutes les chaînes télé refusent, trouvant que le projet n'est pas vendeur simplement et ils ne savent pas comment le présenter au public. Le réalisateur va aller retourner de nouvelles scènes dans le but d'en faire un film unique, un film qui durera près de 2h30, et un film qui s'avère extrêmement dense et extrêmement complexe. Non pas complexe dans les thèmes abordés ou dans la forme, mais complexe dans le nombre de thématiques abordées et dans la façon dont il les aborde. Le film raconte à la base l'histoire d'un accident, on retrouve des morts à l'intérieur de la voiture, mais il manque une personne. Cette personne en fait est maintenant amnésique, elle est sortie de la voiture et elle s'est cachée dans une maison sur Mulholland Drive. Une actrice alors arrive pour prendre possession de la maison et trouve cette femme dont elle va essayer de l'aider à découvrir qui elle est. Au milieu de ça, elle va également essayer de trouver un rôle important enfin pour une production cinéma, et va faire face aussi à la jalousie d'autres actrices. Vous l'aurez compris, les thèmes et les sujets, les intrigues sont nombreuses, on retrouve beaucoup de personnages et le film essaye de tous les suivre. Il y arrive plutôt bien globalement, mais cette surenchère d'intrigues montre bien que ça devait être une série à la base et que le tout a été raccordé, avec brio et même de manière magistrale par le réalisateur. Une fois de plus, la musique est très importante, elle est composée cette fois par Angelo Badalamenti de nouveau, mais avec l'aide de David Lynch et de John Neff. Mais ce qui reste le plus impressionnant, c'est la façon dont David Lynch a transformé une expérience frustrante en véritable chef-d'œuvre du cinéma, en réussissant à développer finalement toutes ces intrigues de manière ample, et en les filmant de façon à ce que le spectateur s'en sorte, et en même temps il lui faudra regarder plusieurs fois le film pour enfin en comprendre toutes les subtilités. D'ailleurs, le film l'a sûrement épuisé, puisque pendant 5 ans il ne produira plus rien, ou tout du moins plus rien pour le cinéma. C'est ici que tu descends. Vous comprenez, j'arrive tout droit de Deep River dans l'Ontario, et je me retrouve dans un vrai palais. Un grand malheur va frapper. Une personne a de graves ennuis. Je sais pas s'il y avait un passager de plus, il s'est peut-être barré. J'ai bien l'impression. Silencio. Silencio. Camilla, t'es revenue. Et on attendra donc déjà un bon moment avant de le revoir avec quelques projets. Is he talking? Don look at her.
en fait 3 projets, tous sortis en 2002. Le premier, Darkened Room, un court-métrage. Et ensuite 2 séries télé, Rabbids, disponible directement sur sa chaîne YouTube, ou encore Dumbland, un dessin animé qui durera 8 épisodes. Et c'est donc en 2006 qu'on retrouve David Lynch pour Inland Empire, un film somme qui rassemble toutes les obsessions du bonhomme et qui est pour certains totalement imbitable. Et même pitcher Inland Empire, c'est compliqué en fait. C'est l'histoire d'une actrice qui obtient un rôle dans une romance, qui va rencontrer les acteurs, le réalisateur, et ils vont finir par découvrir au bout d'un moment qu'en fait c'est le remake d'un film inachevé autour duquel tourne une histoire d'assassinat. C'est très compliqué de pitcher le film et de dire ce qu'est vraiment Inland Empire. Avec au casting Laura Dern, Jeremy Irons, Harry Dean Stanton ou encore Justin Theroux, ou même Naomi Watts dans un tout petit rôle où elle est masquée, donc totalement méconnaissable, Inland Empire, on reprend tout ce qu'on a vu chez le réalisateur. Du mystère, beaucoup de symbolisme, un film assez long, il dure presque 3 heures, et quelque chose de très dense et d'extrêmement complexe. Tellement en fait que même le réalisateur lui-même n'est pas capable de donner des pistes aux gens pour décrypter son film. Du coup, est-ce que c'est vraiment utile de se lancer dans le décryptage? Oui, pour se faire son propre avis, mais on n'aura jamais vraiment de réponse. Pour autant, difficile de dire que le film n'est pas bon. En fait, il est assez bon de manière générale, et quand on le commence, très vite, on se laisse entraîner, mais il y a quand même des instants où on se lasse, où on s'ennuie un peu. Mais d'un autre côté, les ambiances de David Lynch sont toujours fascinantes et on s'y plonge toujours avec un mélange de réticence et d'envie. Inland Empire, c'est clairement pas le film par lequel on peut commencer la carrière de David Lynch. C'est un film à voir une fois qu'on a vu tous ses autres films et qu'on a décidé si on a apprécié ou pas son style. Donc pour le coup, c'est difficile d'en dire plus. Je vous laisse le visionner si vous en avez l'occasion, si vous avez aimé les autres films du réalisateur. Sinon, n'essayez même pas, vous détesterez le film et vous allez vous ennuyer sévèrement pendant près de 3 heures. Si vous les avez aimés, comme moi, vous serez sûrement fasciné par le résultat. Un résultat malgré tout très bancal et très très imparfait. Our producers know the history of this film and they've taken it on themselves not to pass on that information to us. Purposefully. Something's wrong. Do you love me? It's a story that happened yesterday, but I know it's tomorrow. Don't you remember anything? How it was? Après 2006, après Inland Empire, Lynch et le cinéma, ça va se limiter à une petite dizaine de courts-métrages, que ce soit des courts-métrages indépendants, qu'il déposera parfois sur sa chaîne YouTube, ou pour des segments de films collectifs. On ne le retrouvera pas pour quoi que ce soit d'autre en matière de cinéma, si ce n'est des contributions à quelques documentaires ou des petits rôles dans des séries comiques. Il publiera également 4 livres sur des sujets divers tels que la méditation ou ses expositions, étant donné qu'il n'a jamais vraiment arrêté la peinture, mais on le retrouvera surtout dans le domaine de la musique. Il réalisera notamment 2 clips, un pour Moby, le clip de Shot in the Back of the Head,
et un pour Nine Inch Nails, Came Back Haunted. The throat is deep and the mouth is wide. Saw some things on the other side. Made me promise to never tell. You know me, I can't help myself now. Now I got something you have to see. They put something inside of me. The smile is red and its eyes are black. Mais surtout, entre 2007 et 2013, il sortira pas moins de 5 albums. Ghost of Love, Polish Night Music en collaboration avec Marek Zebrowski, This Train en collaboration avec Christa Bell, Crazy Clown Time et The Big Dream. Love is the name. In the wind. The wind blows through. The trees and stars. Mais pourtant, depuis 2016, on peut noter quelques signes d'un peut-être retour au cinéma, notamment par la réalisation de quelques courts-métrages un peu plus ambitieux, sortis que ce soit sur Netflix ou sur sa chaîne YouTube, mais également, en 2017, la sortie de la très attendue 3e saison de Twin Peaks. 25 ans après les 2 premières, il a enfin décidé de revenir dans l'univers de Twin Peaks et de réaliser pas moins de 18 épisodes pour cette 3e saison nommée Twin Peaks The Return. Pour cette 3e saison, il a rassemblé une brochette d'acteurs absolument folle. On retrouve bien sûr des acteurs qui viennent de la série originale, donc Kyle MacLachlan, Cheryl Lee entre autres. Et on va croiser aussi David Duchovny, Naomi Watts, Laura Dern, Tim Roth, et tout un lot d'acteurs qui rendent ce The Return assez impressionnant. Alors cette 3e saison a un peu divisé étant donné qu'elle ne donne pas toutes les réponses, mais il faut savoir qu'une 4e était prévue, qu'elle a malheureusement d'ores et déjà été annulée. C'est une nouvelle déception pour le réalisateur, en espérant que ça ne l'empêche pas de revenir un jour au cinéma ou à la série. Mais quoi qu'il en soit, sur les 18 épisodes que Lynch considère comme un très long film, il faut dire qu'il y a des épisodes qui sont de véritables chefs-d'œuvre, des moments visuels absolument fous, et que la série vaut le coup rien que pour ces moments-là. Twin Peaks The Return est en fait à l'image de ce qu'est David Lynch, c'est-à-dire un auteur qui a toujours réussi à fasciner, à passionner, mais aussi à diviser ses fans, à en perdre, à en gagner, et on espère qu'il continuera à le faire et qu'on le reverra un jour sur grand écran. This is the water, and this is the well. Drink full, and descend. Who are you? Look at me. And I want that information. Look at me.